Bidouilleuse, bidouilleur, salut! Dans ma vidéo numéro 570, on a fait la découverte et la remise en route d'un affichage à Nixie. C'était en fait un millivoltmètre entre 0 et 200 millivolts avec un affichage tube à haute tension, c'est-à-dire des Nixie. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo 570, je vous recommande fortement de la regarder avant celle-ci. Aujourd'hui, on va discuter de la possibilité de modifier cette unité pour en faire une horloge 12 heures à affichage Nixie. Alors, dans la vidéo numéro 570, je vous ai demandé si vous souhaitiez que je fasse une modification de cet affichage. Il y a deux écoles de pensée. Beaucoup m'ont répondu oui, allons-y pour une modification. Et l'autre m'ont dit « Oh non, ne fais pas cela, garde l'original et ça a une certaine valeur telle qu'elle. Ça serait un peu un péché de modifier l'unité telle qu'elle est. » Alors, moi, je vais faire un peu trancher la poire en deux, c'est-à-dire que oui, je vais faire la modification, mais ce sera une modification qui sera totalement réversible, c'est-à-dire qu'on pourra retirer des fils, refaire une ou deux soudures et tout sera restauré à son origine. Ça ne sera donc pas destructif en tant que tel. Et je pourrais même inclure dans l'unité l'information sur comment la remettre en fonction, inclure un papier sous la plaquette, quelque chose du genre. Alors, dans cette même vidéo, dans les commentaires, quelqu'un me suggérait pourquoi ne pas laisser tel quel et simplement injecter une tension CC à l'arrière du voltmètre, une tension qui serait entre 0 mV et 125,9 mV pour faire entre 0 heure et 0 minute et 12 heures et 59. Ben, ça risque fortement de ne pas bien fonctionner. Le dernier chiffre, le chiffre des minutes, des unités, va constamment changer parce que c'est quasiment impossible, même en utilisant un ADC, un microcontrôleur et ce que vous voulez, c'est quasiment impossible d'ajuster la tension de sortie d'un convertisseur numérique analogique, et même s'il y a un ampli opérationnel, peu importe, pour que la tension arrive toujours au centre de la fenêtre de ce dernier chiffre ici. Ça va changer toujours de 1, ce qui ne sera pas plaisant à l'œil. Et même si on l'alignait comme il faut, pour un moment donné, il n'est pas dit que cette unité-là ne glissera pas. Il n'est pas dit que la tension d'alimentation ne glissera pas. Il n'est pas dit que le microcontrôleur, lui, n'aura pas un glissement de sa tension de référence pour le DAC aussi. Et là, on parle de 1 millivolt de résolution. Donc, non, je ne crois pas que ce soit réaliste. Alors, je vais plutôt faire une modification où on va retirer la fonction voltmètre, mais on va garder la fonction affichage. Et voici comment je me propose de le faire. Vous voyez ici la structure de sortie de notre voltmètre, c'est-à-dire qu'il y a un CUL 9958 pour chaque chiffre. Donc, il y a 3 chiffres, et plus le 1, ça, on verra le 1, là, puis le message d'erreur, c'est un circuit séparé. Mais pour ce qui est des chiffres de 0 à 9, il y a un CUL 9958. On a vu que c'était un compteur. C'est un compteur décimal et qui était implémenté par la fonction voltmètre. Et donc, ce compteur fournit un mot de 4 bits ici, qui, lui, ce mot de 4 bits est converti par ce décodeur et driver, le CUL 9960, converti en un des signaux ici. Il y a un des signaux qui est mis à la masse. Les autres restent flottants. Et donc, parce qu'une tension est très élevée ici, de plus de 170 volts d'appliquer sur l'affichage, l'application d'une masse à un des endroits, seulement à un des endroits, et c'est le travail du 9960, en fonction du mot reçu ici, ça fera allumer un seul des chiffres à la fois. Donc, on pourrait dire, pour tout simplement neutraliser le circuit du voltmètre, retirer cette puce qui est déjà montée sur un support, donc ça facilite la modification et c'est réversible. Si on retire le compteur et on vient injecter ici nos mots de 4 bits, un mot qui va correspondre au bon chiffre qu'on veut allumer, le tout va fonctionner directement. On pourra contrôler l'affichage au complet. Et le VCC ici, ça reste à voir. Mais si on regarde la fiche technique du 9960, on parle pour son niveau de sortie haut d'un minimum de 1 volt.
et on parle d'un niveau bas au maximum 0,4 volts pour une alimentation quelque part entre 3,3 et 5,5 volts. C'est dans les normes de tension qu'on connaît bien, ça. Le circuit fonctionne donc quelque part autour de cette tension et ce sont des tensions qui peuvent être utilisées avec des microcontrôleurs modernes. Donc, on va vérifier, je vais vérifier c'est quoi la tension sur les puces, mais définitivement qu'il n'y aura pas de difficulté à injecter des signaux aux entrées du 9960 pour lui faire afficher des chiffres. Donc, et tout simplement neutraliser la partie 9958 en ayant au préalable retiré la puce 9958. Il n'y aura donc pas de conflit sur le 9960. Et pour ce qui est du chiffre 1 à gauche tout à fait, là, pour le 199,9 bien sûr du millivoltmètre, ce n'est pas un compteur, c'est simplement une double bascule. La puce est une MC790P. C'est donc une double bascule JK. Et ces deux bascules JK dans la puce 790P ont une de leurs sorties qui pousse dans un transistor pour faire allumer tout simplement ou éteindre le 1 et l'autre voyant néon qui est le voyant d'erreur. Donc, c'est comme cela que ça fonctionne. Cette puce aussi, elle est montée sur un support. Donc, elle peut être retirée. On pourra injecter notre signal logique dans ce qui était les deux sorties et on pourra faire allumer le 1 et le message d'erreur de la même façon. Alors, les puces en question, les 9958 sont ici et ça, c'est les 9960. Les 9960, on les laisse en place. Les 9958, je vais les retirer. Ils sont montés sur des supports. Ce sont des supports de piètre qualité, ceci dit. Donc, je ne vais pas venir insérer des broches dans le support pour venir injecter mes signaux vers les 9960. J'y reviens. Alors, la double bascule JK, bien, elle est ici, sur le côté. C'était peut-être pas très évident non plus, caché par les fils, mais cette puce aussi est montée sur un support. Donc, je vais retirer cette puce et les trois autres puces ici, ce qui va nous permettre de pouvoir injecter les signaux. Maintenant, pour injecter les signaux, on va le faire ici. Je vais venir souder des petits fils ici à l'endroit sous les puces pour ne pas perturber les supports. Alors, des petits fils qui vont venir ici et je devrais amener ces fils vers la surface supérieure, mais ça ne sera pas facile puisque la plaquette est glissée dans des rails dans le boîtier et il n'y a aucun espace pour, par le côté, y passer des fils. C'est impossible. Et à l'avant, c'est très serré aussi vers l'affichage. Et la plaquette vient s'accoter jusqu'en avant. À l'arrière, c'est trop loin. Alors, ce que je vais faire, la seule modification qu'on peut dire destructrice, c'est que je vais simplement, ici, couper en 45 la plaquette d'origine pour libérer un espace qui va me permettre de venir passer les fils ici et je vais pouvoir les traverser sur la face supérieure ici. Pourquoi ici? Parce que c'est l'espace où je pourrais mettre l'électronique, mais pas toute l'électronique. Restez avec moi, je continue. Alors, je vais simplement prendre une Dremel. Il n'y a pas de piste à cet endroit-là sur le coin. Je vais couper un coin ici pour permettre de passer les fils. Sinon, c'est impossible de les passer, autrement qu'aller complètement à l'arrière, ce que je ne veux pas faire. Donc, ça va bien se faire avec une Dremel. Sur ce côté-ci, ça va être très facile. Je vais couper un coin. Alors, pourquoi ramener les fils sur la partie supérieure? C'est que je vais utiliser la puce PCF 8575. Donc, je vous ai montré le fonctionnement dans la vidéo numéro 574. C'est une puce qui a 16 sorties 4 bits, 4 bits, 4 bits. On est rendu à 12 bits. Le chiffre 1, un 13e bit. L'indicateur erreur, si on veut l'utiliser, le 14e bit. Donc, avec 16 bits sur cette plaquette, on a suffisamment de contrôle sur des sorties pour venir injecter par I2C sur cette plaquette la nouvelle heure à afficher régulièrement. Et on pourra même faire clignoter, si vous voulez, un voyant de seconde, ou en tout cas, la possibilité est là. Et mon intention, c'est de placer cette mini plaquette ici, dans l'espace libre. Mais c'est tout. Pas de microcontrôleur à l'intérieur du boîtier. Donc, simplement, les 14 fils vont venir ici, se brancher sur la mini-plaquette. Il y aura donc une alimentation qui viendra de l'unité, qui ira à cette plaquette.
Et il y aura 4 fils qui vont sortir à l'arrière dans un boîtier que j'aurai simplement mis à l'arrière. Il y aura 4 fils qui vont quitter alimentation masse venant de l'unité et les 2 signaux SDA-SCL du signal I2C vers la petite plaquette qui sera à l'intérieur. Donc, l'électronique, l'intelligence sera ici à l'arrière. Je n'y mettrai que cette petite plaquette à l'intérieur et des petits fils qui seront soudés, comme je vous expliquais là, en dessous. Facile à retirer si on veut restaurer l'usage de millivoltmètre. Donc, c'est ça mon plan. Maintenant, côté microcontrôleur, j'ai fait un peu de recherche et je vais utiliser le Blackpill STM32F401 Blackpill. Pourquoi le Blackpill? Ben, il y a plus d'une possibilité, mais c'est qu'il contient une horloge RTC, une horloge en temps réel et un résonateur de 32 kHz aussi intégré. De sorte qu'avec simplement 3 volts, ici j'ai mis 2 piles AA, mais ça pourrait être une pile bouton là, CR2032 par exemple. Avec simplement 3 volts d'appliquer sur la plaquette, on maintient l'heure et l'horloge en fonction lorsque l'alimentation est coupée sur l'horloge. Donc, c'est mon choix de microcontrôleur et tout est intégré. Il ne manque qu'une pile pour faire une horloge RTC en temps réel. Maintenant, au niveau des tensions, bien, mesurons tout de suite les tensions d'alimentation disponibles dans l'unité. Alors, l'unité est sous tension de secteur et je vais vérifier la tension VCC sur les puces 99-58 et c'est cette tension-là qu'on pourra récupérer et on verra si les niveaux logiques ont du sens en comparaison aux signaux logiques modernes, parce qu'on parle ici d'une puce qui date de 1970. Alors, ce sont les broches 7 et 14, comme une puce TTL, qui sont les puces d'alimentation. Alors, je touche les deux. 3,39 volts. 3,4 volts. On peut utiliser cette alimentation directement pour envoyer au microcontrôleur et à la puce PCF 8575. Pas besoin de régulateur. On pourra prendre ça et l'utiliser directement. La plaquette là, externe, elle n'aura pas grand-chose. Elle va avoir le microcontrôleur et une pile. Et ça sera essentiellement ça. Puis si on veut ajouter des boutons pour changer l'heure et les minutes, là, mais c'est tout. Wow! Ça va être simple. Ça va être intégré directement et alimenté sur le 3,4 volts, sans difficulté. Alors, ma foi, c'est une modification qui sera relativement aisée, qui va prendre un certain temps, mais qui n'est pas complexe. Maintenant, il reste un aspect à couvrir, et c'est l'aspect du point. Vous le savez, il y a un point qui s'allume à l'avant, et j'ai bien sûr éteint l'affichage pour ne pas prendre de choc électrique. Alors, voici comment les points sont encodés. C'est qu'il y a des petites zones où il y a possibilité de mettre des boules de soudure pour faire allumer les points. Alors, cette unité pouvait être vendue sous différentes gammes ou plages d'opérations de voltmètre ou d'ampèremètre. Alors, on allumait le bon point en mettant la boule de soudure au bon endroit. Je parle bien sûr du fabricant. Alors, ils l'ont clairement mis ici, le point, et il est allumé en permanence. On n'a pas le contrôle sur le point. Alors, pour faire éteindre ce point-ci, on va simplement enlever la soudure à cet endroit-ci et ça va éteindre le point. Et pour ce qui est de ce qu'on pourra faire pour faire clignoter des points entre les heures et les minutes, on pourra récupérer ce tube au néon et venir l'insérer à l'arrière des deux autres, à la verticale. Et je pourrais même mettre un ruban noir qui va créer deux points finalement, cacher le centre. Et on pourra faire clignoter cette ampoule au néon à l'arrière des deux tubes ici, ce qui fera les points qui montreront les secondes finalement et le fait que l'horloge fonctionne bel et bien. Donc c'est la proposition, on n'utilisera pas les points, on va éteindre les points. Et en plus, si on avait voulu utiliser par exemple un point ici et un point ici pour faire créer une sorte de séparation entre les minutes et les heures, ben on n'aurait pas pu parce que ce point-ci, on peut l'allumer, mais celui-ci à gauche, malheureusement, il n'y a pas d'endroit pour mettre une boule de soudure. Ils n'ont pas fait ce travail, donc il faudra ajouter un fil pour venir allumer ce point-ci aussi. Et je ne suis pas certain que deux points allumés ici, ça ferait une bonne indication entre les heures et les minutes. Je crois que c'est mieux
de prendre cette ampoule et de venir l'insérer à la verticale, comme ceci, à l'arrière des deux tubes. Et ça va être une meilleure indication, je crois, d'une séparation entre les deux champs de minutes et d'heures. Alors voilà, c'est ce que je vais faire dans ce projet. Alors, je me lance. Alors, j'ai saisi sur cette page l'essentiel des branchements que je vais faire. Alors, il y a bien sûr la partie existante là, du millivoltmètre Digitech, et c'est là-dessus que je vais venir me souder sur les 3 puces qui poussent les Nixie et sur 2 transistors qui, eux, chacun font allumer ou éteindre une ampoule au néon. Alors, il y a la dizaine d'heures, le chiffre 1 à gauche, et il y a l'erreur, le voyant d'erreur que je vais utiliser pour faire clignoter des points. Alors, la mini plaquette PCF 8575 va être intégrée, bien sûr, dans le boîtier Digitech. Je vais récupérer le 3,4 volts ici, que je vais utiliser sur ma plaquette PCF 8575, ainsi que je vais l'envoyer au STM32 Blackpill. J'ai mis une diode Schottky. Bon, j'ai choisi une diode d'1 ampère, là, un N5819, là, mais ici, ça consomme 30 mA. Pourquoi une diode? Ben, c'est que si on insère le connecteur USB-C, ça va fournir une alimentation de 5 volts à la plaquette Blackpill et ça va fournir un 3,3 volts à ce moment-là venant de son propre régulateur. Et je ne veux pas de conflit entre le 3,4 volts venant du millivoltmètre et celui venant du port USB. Donc, on bloque ici. Donc, il n'y aura pas de risque de brancher le USB ici. Pas de conflit possible au niveau des tensions. Et lorsqu'on débranche, bien sûr, c'est ce circuit-ci qui va alimenter la puce, qui va continuer à l'alimenter. 2 pull-ups sur PB6 et PB7, qui sont les signaux SDASCL du I2C. Ce sont des 4,7K, qui sont des valeurs typiques là, lorsque un seul esclave sur le bus. J'ai une pile 3 volts, CR2032, appliquée sur la broche VB pour maintenir l'horloge RTC en fonction lorsque l'alimentation de l'ensemble est coupée. Et j'ai ajouté un condensateur de filtrage de 10 microfarad sur le 3 volts, question de filtrer de façon additionnelle la tension, là, lisser quand même l'ensemble et éviter qu'il y ait peut-être certains bruits qui se propagent ici au niveau des alimentations. Alors voilà, ça c'est l'essentiel. Maintenant, implémentons-la, cette solution. Alors, voici mon implémentation de la solution que vous avez vue sur le schéma, puis qu'on discute depuis un bon moment déjà. Alors, tout d'abord, j'ai mis un film de plastique ici, sous les câbles, là, qui couvre la partie haute tension, là, puisque ces rubans, là, bon, certainement peuvent soutenir 170 volts, mais il y a des broches piquantes qui pourraient à la longue endommager les câbles. Donc, j'ai mis un film autocollant. C'est un film 3M, de la marque 3M, qu'on découpe et qu'on colle. Alors, ça va aider beaucoup pour l'isolation. Alors, j'ai effectivement utilisé des rubans là, de données, les fameux câbles, les nappes d'ordinateur. C'est quelque chose de bien classique que j'ai séparé en sections de 4 fils. J'ai changé mon approche. Je vous avais dit que je les passerais probablement ici sur le coin. J'ai d'ailleurs commencé par couper le coin, tel que j'avais discuté. Mais finalement, 4 câbles qui passent ici, c'est peut-être trop demandé. D'ailleurs, l'espace sous la plaquette, là, entre le boîtier et la plaquette, n'est pas vraiment très grand. Donc, c'est mieux d'étendre les 4 câbles comme ceci. Et je les ai fait passer entre les chiffres, entre les Nixie ici. Et je les ai peints noirs pour être certain qu'ils ne soient pas visibles à cause de l'éclairage des Nixie. Je ne voulais pas de réflexion sur des câbles gris pâle. Donc, je les ai peints en noir et passés ici entre les fils et envoyés à l'arrière ici. On regarde ça après. J'en ai profité pour effectivement prendre le voyant d'erreur et l'amener juste ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Oui, on le voit là. Il est juste ici entre les minutes et les heures. Et j'ai utilisé du tube rétrécissant pour cacher à peu près toute la surface de l'ampoule néon, sauf l'équivalent de 2 points qui vont clignoter entre les heures et les minutes. Et le résultat, vous en jugerez par vous-même dans quelques minutes. J'ai maintenu l'ampoule, effectivement, en arrière, avec un morceau de mousse grise, de la mousse qu'on voit dans des emballages là, de produits d'électronique, juste pour la coincer, cette ampoule, là, pour qu'elle ne bouge pas avec le temps.
Bon, maintenant, à l'intérieur, j'ai amené donc les 4 rubans ici et je les ai soudés sous la mini plaquette de PCF 8575. Et j'ai aussi soudé ce ruban là, qui va aller à la boîte extérieure. C'est un ruban de 4 fils. C'est du fil plein, du fil rigide, mais il y a double isolation sur ce fil. Il y a les 4 couleurs, donc le vinyle sur les fils individuellement, et il y a une gaine par-dessus qui maintient les 4 fils ensemble. Donc ça fait quelque chose d'assez isolé parce qu'il y a quand même du secteur ici, on veut être certain qu'il y a une bonne isolation électrique. Et j'ai recouvert la mini plaquette PCF 8575 avec plusieurs tours de ruban au capton parce que la plaquette va être maintenue ici dans la zone. Elle est vraiment soutenue dans le vide, il n'y a rien qui va y toucher. Mais quand même, je ne voulais pas prendre de chance, là, je l'ai bien recouverte. Maintenant, ça c'est la solution à l'interne, on va pouvoir remonter le boîtier. À l'extérieur, ben voilà. J'ai implémenté le Black Pill, STM32 Black Pill, ainsi que sa pile de rétention pour l'horloge RTC dans ce boîtier sur une plaquette universelle. Et tiens, ici, j'y ai mis les 2 résistances pull-up et ainsi que la diode Schottky qui empêche le retour de courant tel qu'expliqué dans le schéma, et un condensateur de filtrage, comme expliqué, additionnel là, sur l'alimentation 3,3 volts là, qui arrive, 3,4 volts en fait, qui arrive ici. Et j'ai percé un trou pour le connecteur USB type C. Alors c'est aussi simple que ça au niveau du montage. C'est pas un montage qui est complexe, bien sûr soudé de point à point en dessous, là, rien de compliqué. Et un petit couvercle, et voilà, la solution est faite. J'assemble le tout et je vous montre le résultat. Alors voilà. C'est le résultat final, avec les 2 points qui séparent le champ des heures du champ des minutes. Les chiffres sont extrêmement néons à l'écran. Je peux vous dire qu'en réalité, ce n'est pas si rosé autour du chiffre comme on le voit là. Disons que la caméra amplifie beaucoup l'effet de halo autour des chiffres. Okay, on va dire ça comme ça. Alors, j'aime beaucoup le résultat. Je fais clignoter effectivement les points à chaque seconde, je fais changer l'état. Ah oui, j'ai oublié de vous mentionner, j'ai bien sûr retiré les 4 puces que je vous avais dit que je retirerais. Là. Bien important, là, on ne pousse pas en parallèle avec les puces déjà existantes, mais comme il y avait des supports, ben, c'était facile. Et j'ai fait mes soudures des fils et tout et tout. Vous allez voir que je vais faire un petit exercice à chaque changement de minute, vous venez de le voir. Alors, j'ai décidé de faire un petit exercice comme ça. Un, c'est amusant de voir tous les chiffres se balayer comme ça à chaque minute. Et 2, ben, qu'on le veuille ou pas, ce chiffre-ci, la dizaine de minutes, n'affichera jamais 6, 7, 8 et 9. Et donc, pour m'assurer que tous les chiffres sont utilisés, j'ai décidé, une fois par minute, de faire ce balayage, que je pourrais retirer, bien sûr. Je pourrais le faire une fois à l'heure. On peut s'amuser comme on veut, hein? C'est pas compliqué, il s'agit de changer le code source tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, j'aime bien le résultat final, et ça a fière allure comme horloge. Et bon, ici je ne vous l'ai pas montré, mais il y a la petite boîte qui est à l'arrière, je l'ai déposée sur le dessus du boîtier. On peut la laisser en arrière complètement, ça n'a aucun problème. Et elle est branchée justement par le port USB. Et c'est par cette interface que je change l'heure, je mets la bonne heure. Bien sûr, une fois que tout ça est changé, je peux retirer le port USB. Ça n'a aucune importance, l'horloge continue de bien fonctionner. Alors, le réglage de l'heure se fait de la façon suivante. Je suis sur simplement la console série, donc qui est branchée par le port USB au STM32 Black Pill. Et là, je vais envoyer simplement une commande. Et pour changer l'heure, on envoie l'heure en format 24 heures. Donc, par exemple, 14h57:00. Tout ce qu'on a envoyé, c'est ceci. On fait Enter et voilà, l'heure a été mise à 14h57:00, ce qui correspond bien sûr à 2h57. Et donc, bien sûr, à l'interne, l'horloge roule en 24 heures, mais le système, lui, l'affichage fonctionne en 12 heures. Mais on la programme en 24 heures. Par exemple, 00:00:00, ce qui est minuit. Alors, voilà, c'est fait et ça indique 12 heures sur l'horloge. Alors voilà, c'est très simple comme interface, mais ça fonctionne, c'est ce qu'il faut, simplement, régler l'heure. Je pourrais ajouter toutes sortes de fonctions si on voulait, là, mais je n'en ai pas besoin. Maintenant, le code source.
Comme toujours, c'est pénible de faire le parcours du code source, mais je vais quand même souligner quelques petites choses, là. Alors, la bibliothèque qui est utilisée pour le STM32, l'horloge en temps réel RTC, elle s'appelle STM32RTC et ça s'installe bien sûr dans Arduino IDE sans problème. On utilise bien sûr la librairie Wire pour faire l'I2C. Et l'adresse de notre PCF 8575, c'est la même adresse que le 8574, c'est 20 en hexadécimal. Alors, on fait l'instanciation, bien sûr, de la bibliothèque RTC. On crée, si vous voulez, notre horloge RTC dans le code. Alors, une petite caractéristique aussi à mentionner. Alors, lorsqu'on envoie les données au PCF 8575, un petit point important, c'est qu'on fournit l'octet de poids inférieur en premier. Ensuite, on envoie l'octet de poids supérieur. Je crois que dans ma vidéo sur la mini plaquette PCF 8575, j'avais inversé ces deux lignes ici. Alors, juste à noter, là, c'est que le poids d'inférieur, donc le bus P0 est envoyé en premier et le bus P1 suit ensuite. Une autre chose intéressante à mentionner, c'est qu'il faut choisir sur le STM32 la source d'horloge qui va cadencer notre horloge RTC. Alors, c'est le résonateur de 32 kHz et on fait cette sélection ici. Bon, une fois que ça c'est fait, lorsqu'on est dans la boucle loop là, qui tourne en permanence, bien, pour lire l'heure de l'horloge RTC, c'est la commande Get Hours, Get Minutes, Get Seconds. Et puis après ça, bien, je fais bien sûr tout le massage de ces données, heures, minutes, secondes. Je les convertis en 12 heures parce qu'on reçoit ici un format 24 heures. Et ensuite, je fais ce qu'il faut pour que les bons chiffres s'affichent sur l'affichage Nixie. Donc, un peu de brassage entre heures, minutes, secondes qu'on a reçu et ce qu'on doit envoyer individuellement sur les chiffres. Et c'est un peu inverse sur les Nixie, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas le mot 0 pour afficher le chiffre 0 sur une Nixie et le mot 1, le mot de 4 bits, là, 1, 0001 pour afficher le chiffre 1, ainsi de suite. C'est un peu brassé à l'envers, cette chose-là. Il faut soustraire le chiffre de la valeur 15, en tout cas. Ça fonctionne à la fin, c'est ce qui compte. Je m'occupe du traitement du clignotement, des points, et finalement, je fais le formatage des mots inférieurs et supérieurs à envoyer pour faire afficher l'heure sur les Nixie. Et je fais afficher sur le port série l'heure. Bon, et cette section-ci, c'est simplement pour programmer la nouvelle heure, donc changer l'heure à partir du port série. C'est ce que je fais comme traitement. Je reçois les caractères et j'envoie ça avec les commandes set hours, 7 minutes, 7 seconds vers l'horloge RTC. Donc, je change l'heure à l'interne sur l'horloge RTC ici. Et finalement, ben, il y a la partie ici, balayage à toutes les minutes. Là, les chiffres vont de 0 à 9 là, pour ensuite afficher l'heure. Ben, le balayage de 0 à 9, je le fais ici avec une petite boucle ici là, qui tourne et qui envoie les valeurs en rotation, bien sûr, avec un délai de 100 millisecondes entre chaque chiffre. Et lorsque ça c'est terminé, ben, la routine normale reprend le dessus et l'heure normale est affichée. Alors, c'est ça le code source. Ce n'est pas très gros, ça pourrait être perfectionné, bien sûr, mais l'important, c'est que ça fonctionne. Et puis, vous aimez le résultat final? Moi, je trouve qu'elle a fière allure, cette horloge Nixie. La modification était relativement facile à faire, du fait que les circuits intégrés étaient déjà montés sur des supports, donc très facile à retirer. Et aussi, il y avait les niveaux logiques qui étaient compatibles à de la logique 3,3 volts. Et le choix du STM32 Blackpill, ben, c'était un naturel, compte tenu que tout s'y trouve déjà sur la plaquette du STM32 pour créer une horloge à temps réel, sauf bien sûr la pile que j'ai dû ajouter. Bon, cela dit, j'ai constaté que l'horloge prend environ une demi-seconde par heure. C'est beaucoup. Mais je crois que la bibliothèque STM32RTC inclut ce qu'il faut pour ajuster la cadence de l'horloge. Alors, je m'y attarderai éventuellement. Bien voilà, mission accomplie. J'ai recyclé cet affichage trouvé dans des rebuts en une horloge vintage qui, à mon avis, est prisée. Pas mal pour quelques dollars de plus. Comme toujours, je fournis le code source sur mon site web bidouilleur.ca. Vous trouverez un lien vers la page en question dans la description ci-dessous. Je vous dis merci et à la prochaine!